Salut, aujourd'hui je voulais te présenter une stratégie avec un backtest. Donc là, on va parler de la stratégie Silver Bullet. C'est une stratégie ICT qu'il a sortie il y a quelques années. Le concept de base du Silver Bullet, c'est tout simplement une fenêtre de temps, enfin en réalité trois fenêtres de temps dans la journée, dans laquelle le prix va se déplacer très vite avec des fair value gap. Le problème, c'est que ça a été beaucoup repris sur les réseaux et ça véhicule pas mal d'espoir. Donc là, on va faire un backtesting avec des règles de base. Donc j'ai pris la stratégie parce que malgré tout, je pense que ces stratégies qui sont expliquées sur Internet avec des titres qui enjolivent un peu la réalité peuvent quand même, à mon sens, servir de base pour quelque chose de plus performant. Mais malheureusement, le trading n'est pas aussi simple qu'exposé dans ces vidéos. Sinon, tu penses bien que tout le monde le ferait. Techniquement, c'est plus compliqué. Psychologiquement, c'est encore pire. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va backtester une stratégie de Silver Bullet que j'ai plusieurs fois, j'ai trouvé plusieurs vidéos qui parlaient de cette façon de le trader. Encore une fois, c'est pas la seule façon et c'est en tout cas même pas la façon expliquée par ICT. C'est une stratégie qui est simpliste et qui, je dois le dire avant de commencer le backtest et de vous le montrer, j'ai pas grands espoirs dessus, mais ça peut quand même servir de base pour quelque chose. Alors, la stratégie, j'ai établi quand même quelques règles en fonction donc des règles qui étaient dans ces fameuses vidéos et j'ai rajouté quand même une ou deux trucs basés sur mon expérience personnelle sur les marchés. Donc déjà, au niveau des timings, pour le Silver Bullet, il n'y a que 3 horaires dans la journée. C'est sur la session de Londres de 9h à 10h, sur la session matinale de New York de 16h à 17h et sur la session de l'après-midi de New York de 20h à 21h. Le Silver Bullet, les horaires sont calés sur les heures de New York, ce qui fait qu'il va falloir faire attention au moment des changements d'heure parce que New York et Paris ne changent pas d'heure au même moment. On a 2-3 semaines de décalage. Donc du coup, pendant ces 2-3 semaines de décalage, tu vas avoir un décalage d'une heure sur tes heures de Silver Bullet. Au niveau des actifs, la stratégie du Silver Bullet a été créée donc par Michael pour être appliquée sur le Nasdaq et le S&P 500. Dans le temps, des gens l'ont essayé sur EURUSD et GBP/USD parce que c'est des marchés qui sont très liquides et aussi sur le gold et apparemment ils ont de bons résultats. Je les ai pas testés, la stratégie en elle-même, je l'ai jamais testée, que ce soit celle-ci ou une autre. Je me suis jamais vraiment servi du Silver Bullet. Donc c'était l'occasion de voir un peu comment ça se faisait. Donc au niveau du setup, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est basé donc sur des fenêtres de temps et sur les fair value gap. Donc là, on va se servir uniquement des fair value gap. Pour les critères d'entrée, on n'a pas d'analyse préalable, on sera sur un graphique en M5, ce sera la seule time frame qu'on utilisera et on entrera sur le premier fair value gap qui se sera présenté sur la fenêtre de temps. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la session de Londres, la première bougie va être créée à 9h. Si cette bougie-là, à sa clôture, a créé un fair value gap, mais du coup, ce fair value gap sera sur la bougie, chevauchera, si tu veux, la bougie de 8h55, on pourra se dire qu'on entre dessus. Pour les objectifs et le stop loss, on va mettre un ordre limite à l'entrée du FVG, le stop à l'extrémité opposée de la bougie 1 ou 2, suivant le plus éloigné des deux. Tu verras que des fois, la mèche de la bougie 2 englobe carrément toute la bougie 1 du fair value gap. Et on mettra un TP systématique à 2R. Pas de prise de partiel, rien, c'est TP ou SL. On a quand même la possibilité donc de retirer son ordre. Donc le premier truc, c'est quelque chose que moi je fais depuis longtemps sur mes propres trades, c'est quand le prix atteint mon TP avant de me déclencher, je retire mon ordre. Tout simplement parce que j'estime que le mouvement a été fait, j'ai pas été déclenché, tant pis. On retire aussi impérativement son ordre si l'entrée ne s'est pas faite avant la fin de la fenêtre de temps. Donc à la fin de l'heure, si on n'a pas été déclenché, on retire l'ordre et on passe au Silver Bullet suivant. En sortie manuelle, si le prix a atteint le TP ou le SL avant la fenêtre du Silver Bullet suivant, donc si on prend un exemple entre les deux sessions de New York, donc la session matinale et la session de l'après-midi, si on a pris un trade sur la session matinale et qu'il est toujours en cours à l'heure du Silver Bullet de la session de l'après-midi, on coupe ce trade de la session du matin et on cherche un setup pour le Silver Bullet de la session après-midi. Et comme si tu veux, moi ma plateforme elle ferme automatiquement mes trades à 22h10, donc je vais appliquer cette règle également sur mon backtest. Au niveau du compte de trading et du money management, donc on va simuler en gros un compte à 50K, moi je suis sur Top Step. Je vais garder un risque fixe à 250$ et on aura une limite de un seul trade par session, donc maximum 3 trades par jour. On va passer directement maintenant sur le backtest. Je l'ai fait sur FX Replay, ce qui va me permettre de gagner un temps monstrueux à la fin. Et au niveau de l'analyse, on va pouvoir voir quand même pas mal de choses et certainement pouvoir établir des nouvelles règles pour une éventuelle version 2 de la stratégie si on estime qu'elle n'est pas suffisamment rentable en l'état. Donc nous voilà sur la plateforme.
Si tu connais pas, c'est un site qui te permet de faire des backtests et qui va te fournir tout un tas de données. Donc là, on commence, on est directement sur le Nasdaq. Donc j'ai déjà attaqué le backtest, hein, tu vois. On est parti de 50 000, on a déjà 7600 de plus-value. Il est 8h59, donc on arrive sur la fenêtre de Silver Bullet de la session de Londres et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, visiblement, tu vois, ça commence bien, il nous manque des données. Le vendredi, alors ça, tu vois, c'est le genre de truc, bah c'est super qu'on tombe sur cet exemple-là direct. Tu vois, on termine le jeudi à 22h55 et on reprend le lundi à minuit, tout simplement parce que le vendredi était un jour férié, certainement, aux États-Unis. Et bah c'est pas grave, on continue. Silver Bullet, donc du lundi. Hop. Donc là, tu vois ce que je te disais, il est 8h59, on a un fair value gap qui s'est créé là. Ça, c'est la bougie de 8h55. Pour l'instant, il est 8h59, il n'est pas 9h. Ce fair value gap là, il compte pas. Hein. On rentre pas là-dessus. Il fait pas partie de la stratégie. Par contre, celui-ci qui s'est créé là, tu vois. Donc on a la bougie de 9h, la bougie qui s'est clôturée à 9h10. On a le fair value gap. On entre en short directement ici. Et c'est parfait parce qu'on a déjà l'exemple où on va mettre le stop sur la bougie 2, tu vois. La bougie, donc la bougie 1 du fair value gap, la bougie 2, la bougie 3. Et tu vois que la bougie 2 a une mèche qui dépasse celle de la bougie 1. Donc là, on met le stop au-dessus de la bougie 2 pour le coup. On vise de R. Tu passes ton ordre. Donc si tu connais pas, donc là tu as simplement besoin de cliquer sur ton dessin. Tu cliques sur passage d'ordre. Là, en l'occurrence, on est sur un ordre limite. Je prends donc 0,5% de risque à $250 de perte estimée. Profit estimé de R, donc $499, $500 quoi. Et là, tu cliques sur enregistrer. Donc super, encore un. On aura fait tous les exemples d'un coup, j'ai l'impression. Donc là, tu vois, le trade, il n'est pas venu déclencher, il est allé directement au TP. Donc là, c'est un cas, c'est un de nos critères d'annulation d'ordre. Donc, on annule l'ordre. Après, on peut regarder un peu ce qui s'est passé derrière. On consolide. Alors, nous, notre entrée, elle était là-bas. Finalement, tu vois, on n'aura jamais été déclenché, c'est reparti. Donc, on passe à la session matinale de New York. Voilà. Alors, donc là, 16h, 16h05, j'ai passé la première bougie. On a déjà notre premier fair value gap. On rentre en short, on se pose pas de questions. Hop. Donc des fois, tu peux avoir une bougie qui est énorme par rapport aux autres. Mais là, on est sur la session matinale de New York. Donc sur les indices US, on a un gros pic de volatilité. C'est pas anormal. Mince, faudrait peut-être que je passe mon ordre. Voilà. « 44, 54, 59. 16h59, donc il est 17h. On n'a pas été déclenché. Donc là aussi, c'est un critère pour retirer l'ordre. On retire l'ordre. Et on passe à la session suivante. New York PM. Pas de fair value gap. Là, il y en a un. En position longue. Encore une fois, on va caler le stop sous la bougie 2. On prend de R. On passe l'ordre. On enregistre. On est déclenché et on prend un stop. Ça marche. On passe à la session suivante. Donc là, encore une fois, ce fair value gap est créé trop tôt. Donc il compte pas. Voilà, on a celui-là. Donc en short. Au-dessus de la bougie 1. On cherche les 2 R. On passe l'ordre. Déclenché. Et ben. C'est long. Sans déconner. Et celle. Ça, c'est le genre de truc qui fait rager. Ensuite, on arrive donc sur la session New York AM.
Hop. Il y en a un là. Il y en a pas. Là, il y en a un. Là, tu sais pas, je vais même mettre ça 10 par seconde, on va voir ce que ça donne. Donc pas pour les déclenchements. Donc là, déclenché juste avant, hein, juste à temps. Et maintenant, on avance. Hop, impeccable. On est sur la session matinale, on va sur la session du soir. Nouveau fair value gap. Donc tu vois, hein, c'est hyper mécanique. Hein. Là, encore une fois, on se cale sous la bougie 2. Hop, passer l'ordre, enregistrer. On aura atteint le TP avant d'être déclenché, on retire l'ordre. Ce que je te propose, c'est que je vais continuer tranquillement et on se retrouve à la fin pour faire l'analyse des données. Bon, bah ça y est, on a terminé. Donc on va analyser un petit peu ce qui s'est passé durant ce backtest, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc en temps total investi, bon le backtest il m'a pris 7 heures, au passage je vais en profiter, je vais te présenter un peu l'outil FX Replay parce que je trouve que c'est un truc qui est quand même assez intéressant à savoir utiliser, et à utiliser d'ailleurs. Donc là, temps total investi, 7h14, donc sur cette stratégie-là, parce que là tu vois j'avais une heure sur un autre truc pour me faire un exemple, le temps de calibrer un petit peu tous mes graphiques. Je l'ai fait encore une fois uniquement sur le Nasdaq, donc voilà. Au niveau de l'historique revu, donc je suis sur du 8 mois et 20 jours, donc en fait ça correspond à un backtest qui a été lancé à partir du 6 janvier 2025 jusqu'à mi-octobre, là le 17 octobre. J'ai fait ça donc sur 339 trades, donc tu as 54% d'achat, 46% de vente en gros, avec un taux de gain total à 64%, c'est pas ça. Le taux de gain il est là, donc tu vois que 64% ça se trouve là, nous on est très en dessous, on est à 39,64%. C'est un win rate qui est très bas pour une stratégie où on prend uniquement 2 R de gain. On va analyser un peu plus en détail la session. Donc encore une fois j'étais simplement sur le Nasdaq, donc un seul actif, une seule méthode, et le truc le plus simple possible comme on trouve sur YouTube. Donc on a quand même un PNL de 11 300 $, donc la stratégie est rentable puisque je suis parti de 50 000 et finalement je me retrouve à 61 000 en 8 mois, hein, encore une fois. Seulement, à mon sens, 11 000 $ de gain avec un risque à 250 $ en prenant 3 trades tous les jours, c'est vraiment pas suffisant, on est loin du compte quoi. Il y aura plusieurs choses à prendre en compte, on va en parler tout à l'heure. Mais là, tu vois, tu as 39% de gain, enfin 39% de win rate, donc 40% en gros, pour une stratégie où tu prends uniquement 2 R de ratio. En réalité, c'est pas suffisant du tout. On va le voir aussi un petit peu plus tard. Le solde du compte est quand même positif, ok, mais voilà, tu fais 11 000 $ sur 8 mois, c'est vraiment pas grand chose. Tu prends 250 $ de risque 3 fois par jour et tu sors que 11 000 $ sur 8 mois. C'est pas suffisant, psychologiquement c'est pas tenable. Donc là quand tu regardes un peu la courbe, donc bon, moi j'ai commencé le backtest début janvier, ok c'est cool, mais imagine-toi là t'aurais commencé là. Toi à trader ici là fin janvier, donc début février. Les premiers trades que tu prenais, la première session de trading, donc là tu fais en gros moins 4 000 $ en l'espace d'un mois là. Ben ça faut l'encaisser hein. Mois de juin pareil, là tu commences là fin mai début juin, ben t'es à 10K là, presque 11, tu descends, enfin la dégringolade merci quoi, tu te retrouves à 6K, 6K3, tu perds 4-5 000 $ en même pas un mois en fait là, parce que tu es en 15 jours. Bleu. Donc là tu commences à te poser des questions, et après quand tu commences à remonter, tu réatteins ce niveau là, que bien plus tard, parce que là on est mi-septembre, tu vois. À mi-septembre tu arrives à revenir à zéro. Donc on le sait, hein, à partir du mois de juin, mi-juin, ça commence à être compliqué, on a moins de liquidité sur les marchés. Début juin, les institutions commencent à fermer leurs positions pour partir ensuite en vacances. Donc on le voit bien, on a une grosse volatilité, parce que les ICT ça fonctionne avec la volatilité, plus on a de volatilité en ICT, plus on est efficace. Donc là, on a une grosse volatilité, on voit qu'on a une grosse série de gains, donc c'est très intéressant. Et derrière, la volatilité tombe,
on perd, hein, et on stagne pas mal. Avant de repartir au mois de septembre, à la rentrée finalement des marchés. Ici, je t'avoue que je me l'explique pas, j'aimerais bien voir un petit peu ce qui s'est passé début mars pour comprendre dans quel contexte de marché on se trouvait. Et puis après, bon bah avril, c'est quelque chose que de toute façon, nous en début d'année, moi y compris, hein, je l'ai beaucoup ressenti. On a fait une belle performance. Enfin moi, ma meilleure performance, je l'ai faite vraiment fin mars, début avril, jusqu'à peu près au mois de mai. Au mois de mai, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, donc là, ça c'est une donnée intéressante. On a un RR moyen de 1,82, il faut se le noter. C'est lui qui va nous intéresser. Le RR max à 2,1, ça c'est parce que j'ai dû me rater quelque part. C'était pas censé arriver, je devais rester à 2. Le drawdown moyen, on est à 0,4 tout simplement parce que j'ai sorti des trades avant le SL ou avant le TP, c'est pour ça qu'on a un RR moyen un peu plus bas que 2. Et voilà, ça c'est le seuil de rentabilité, ça c'est une donnée qui est intéressante aussi. FX Replay va compter le nombre de trades où tu serais parti en positif, tu auras passé les 1,2 R, ça s'est retourné et ton trade s'est soldé par un stop loss. Donc lui, il te dit que là, en gros, si tu étais passé à BE, finalement, tu aurais esquivé 38 pertes. Donc sur 300 trades, ça fait 10%, mais il dit aussi que c'est raisonnable d'avoir entre 5 et 15% de trades comme ça, quoi. Au niveau des trades gagnants, des trades perdants, donc trades gagnants on est à 135, le nombre de gains consécutifs c'est 5, et au niveau des perdants on est à 204, et les pertes consécutives max c'est 14. Alors honnêtement là vaut mieux que ce soit l'inverse, hein. T'auras bien compris, 14 pertes consécutives ça équivaut à une semaine complète à 3 trades par jour à se prendre des stop loss, quoi. Derrière tu pars en vacances ou tu fais une dépression, il y a quelque chose, mais enfin ça peut être drôlement raide à encaisser. Bon, ça, le nombre de trades, si ça t'intéresse, donc tu as ton taux de trade à l'achat, ton taux de trade à la vente. Ici, tu as le taux de gain, donc quand c'est coloré, tu auras compris que c'est ceux que tu as gagnés. Quand c'est blanc, c'est ceux qui sont perdants. Tes performances par session, donc là, il n'y a que Londres et New York, et ce petit truc-là, c'est hors session. Alors, je t'avoue que je sais pas trop. Total des opérations, donc forcément, nous, on était sur Londres et New York. Le RR moyen, c'est toujours la même chose. Les profits, effectivement, Londres et New York. Les performances par heure, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Donc là tu vois on est à 7, 8, 14, tout ça. C'est des heures en UTC, on peut pas les passer en GMT ou en UTC plus 2 pour le coup. Et tu vois que là tu as du 7 et du 8, ben ça c'est tout simplement dû au fait que le début de l'année, donc de début janvier jusqu'à fin mars, on était en heure d'hiver, donc en UTC plus 1. Donc toute cette période là, finalement ça fait 8 heures UTC. Et ensuite à partir donc du changement d'heure, on passe en UTC plus 2, donc 7 heures. Donc cette partie-là, de 7 et 8 heures, c'est la session de Londres, 14-15, c'est la session de New York matinale, et 18-19, la session de New York après-midi. Je referai peut-être une compilation de données avec ça, simplement pour me rendre compte quelle session est la plus rentable. Performance par jour, donc là on voit qu'on a les différents win rates en fonction des jours, et c'est là où on va avoir, si tu veux, ce fameux win rate à 1,82 qui est important. Parce qu'avec ce 1,82, on va pouvoir déterminer le win rate minimum qu'il nous faut pour que la stratégie soit rentable. Donc ça va nous permettre d'éliminer, si tu veux, certains jours. Pour 1,82 de RR, il te faut un win rate minimum de 35,5%. Donc là déjà, ce que tu peux faire, c'est gicler tout ce qui est en dessous de 35,5%. Le mercredi, t'es à 32,31, t'es en dessous des 35,5, bah la rigueur, tu traites pas le mercredi, quoi. Ça, tu peux l'enlever. Donc là, si tu traites pas le mercredi, bah finalement, avec ce que t'as fait, tu vois, t'as un delta de, en gros, 500$. Ensuite, 35,5, 36,11, t'es rentable le lundi, mais franchement, c'est plus que juste, quoi. Après 43, 46, 40, voilà. Donc tout ça pour dire que tu vois, on est sur un taux de rentabilité tous les jours qui est soit en dessous, soit vraiment pas super par rapport à nos besoins, quoi. Donc l'idée, maintenant qu'on a toutes ces données-là, ça va être de se trouver des filtres pour voir si on peut pas augmenter ce taux de rentabilité. Quand j'ai fait le backtest, donc quand tu fais un backtest, tu observes quand même, donc tu fais déjà ta partie mécanique, tu appliques bêtement et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont pas super cohérentes. Notamment des trades que tu vas prendre, mais complètement à contre-tendance. Il y en a qui passent,
tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y a des prises de liquidité, enfin des raisons de se renverser, mais il y en a, ils passent pas. Donc là, ce serait intéressant de savoir si effectivement prendre des trades dans le sens de la tendance ne serait pas plus pertinent. Pareil, quand on est en consolidation, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de ne pas rentrer en position? Donc effectivement, tu vas réduire ton nombre d'opportunités, mais l'important c'est d'augmenter ton win rate. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Tu peux aussi te dire, bon bah écoute, comme on a cette donnée-là, RR moyen idéal, mais ça c'est calculé sur une semaine après ton entrée en position, donc on est à 9,56, est-ce qu'on peut ne pas essayer par exemple de prendre un RR à 3 plutôt que de 2? Voir comment ça peut évoluer. Soit tu vas augmenter ton RR moyen, tu peux augmenter ça, ou alors tu vas augmenter cette partie-là, ton seuil de rentabilité. Voilà, auquel cas, si jamais tu augmentes vraiment ton seuil de rentabilité, que tu passes au-dessus des 15%, tu dis ok, ça marche. Donc les trades qui vont passer au-dessus de 1,2 R, paf, je me mets à break-even, comme ça je perds plus d'argent. Mais là c'est pareil, il faudra que tu le retestes parce que tu vas avoir des trades qui vont monter au-dessus du 1,2 R, redescendre à ton break-even, donc stopper ton trade pour ensuite repartir au TP. Donc tout ça, ça se teste. À chaque fois que tu veux incorporer une nouvelle règle, il faut que tu reprennes ton backtest sur la même période, exactement la même période, et que tu ajoutes règle par règle pour savoir si la nouvelle règle que tu ajoutes est viable ou pas. Puis c'est pareil, tu peux essayer aussi de faire ça avec un actif corrélé. Donc là, en l'occurrence, la stratégie, elle a été créée pour le Nasdaq et le S&P 500. Pourquoi ne pas ajouter le S&P 500 à tes données? Et après, tu te dis, bah tiens, y a certains trades où j'ai pas été déclenché sur le Nasdaq, donc je vais faire avec l'actif corrélé. Plutôt que de prendre 250 $ de risque par trade, je vais prendre que 125, mais par contre, je vais rentrer sur les deux actifs en même temps. Il y a un trade où tu vas être déclenché, ça va partir, et un autre où tu vas pas être déclenché, voilà. Donc ça, c'est pareil, tu vas voir ce que ça donne sur tes graphiques. Mais il faut bien séparer, en fait, si tu fais ça avec deux actifs, il faut bien que tu recrées une nouvelle session et pour pouvoir comparer, en fait, à chaque fois tes sessions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Il n'est pas impossible que finalement je refasse une deuxième vidéo backtest avec une évolution de cette stratégie, parce que ça donne quand même une base qui peut être exploitable, hein. On va regarder ça, de toute façon. Là, l'objectif, c'était vraiment de voir un peu comment backtester, analyser les données, et au passage, mettre un petit taquet aussi à tous ces traders de YouTube qui te disent que tu peux devenir riche en appliquant des trucs parfaitement mécaniques comme ça, quoi. Donc là, écoute, t'as 300 trades sous les yeux, plus de 300 trades, je pense que ça parle, quoi. Voilà. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Salut!